Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Après la nomination du Premier ministre vient celle du gouvernement. Quand connaîtrons-nous la composition du gouvernement Barnier? C'est la question qu'on va se poser dans le Grand JT. À quoi peut-on s'attendre aussi du côté de l'éducation? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et si l'une des solutions pour mieux vivre son métier de professeur était l'entraide? C'est ce que développe la plateforme SOS Dépannage Prof. On en parle avec sa fondatrice dans quelques instants. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde nous parlera de la pause numérique vue chez nos voisins européens, mais aussi à travers le monde. Mais avant ça, place à l'actualité du jour avec Shirley. Bonjour Shirley. Bonjour Virginie. Pour commencer, certains établissements scolaires baptisés au nom de l'abbé Pierre envisagent de changer de nom face à l'accumulation de témoignages à l'encontre du prêtre décédé. C'était en 2007. Alors que 17 nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol visaient l'abbé Pierre vendredi dernier, la Fondation Abbé Pierre annonçait avoir commencé les démarches pour changer de nom. En France, les lieux, monuments publics baptisés à l'effigie du prêtre sont nombreux, des places, des squares, des jardins et puis des établissements scolaires qui ont déjà décidé de changer de nom. La directrice de l'une de ces écoles située dans la commune d'Aidé-Bazouges au nord de Rennes était au micro de Sarah Mansoura hier soir sur France Inter. Depuis vendredi, voilà, c'est ce qu'on entend, qu'il y a aussi des choses auprès d'enfants et quand même de jeunes enfants. J'ai entendu 8-9 ans. Donc ça me paraît, non, c'est pas possible de laisser ce nom sur l'école. À quelques kilomètres de cette école, dans la commune de Tinténiac, au lycée professionnel Abbé Pierre, les démarches sont aussi lancées. Un changement approuvé par le maire de la commune, Christian Toxé, toujours au micro de Sarah Mansoura. Le lycée travaille beaucoup sur l'aide à la personne, sur les soins par rapport à ce que le lycée représente, les valeurs, les enfants. On ne peut pas se permettre de garder ce nom sur la commune. Des changements qui prendront plusieurs mois et nécessiteront de nombreuses réunions. Par ailleurs, beaucoup souhaitent effacer la trace de l'abbé Pierre dans d'autres villes comme Nancy, Esteville, Alfortville ou à Lyon, la ville de naissance du prêtre qui apparaît d'ailleurs sur la fresque des Lyonnais. Dans l'actualité, toujours, on déplore aussi ces images terribles dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris. Des images où l'on voit une enseignante frapper une petite fille de 3 ans en pleine crise de larmes avant de l'asperger d'un liquide sur la tête. C'était mardi dernier, le 2e jour de la rentrée. Une maman d'élève présente dans la classe à ce moment-là a filmé la scène. Regardez. C'est grave ça. Ces images sont terriblement choquantes et inacceptables dans notre école. J'ai demandé sans délai le lancement d'une procédure disciplinaire avec la suspension immédiate de la professeure, a déclaré Nicole Belloubet, la ministre démissionnaire de l'Éducation, hier soir sur son compte X. La famille a porté plainte dans un commissariat des Hauts-de-Seine. Quant à la professeure, le recteur de Paris, Bernard Beignet, indique qu'elle a été suspendue. Jour de grève à l'échelle nationale aujourd'hui. Suite à cet appel, les syndicats enseignants qui dénoncent la généralisation des évaluations en ces débuts d'année scolaire. Une mobilisation dans l'ensemble assez peu suivie. En effet, mais la sonnerie n'a quand même pas retenti dans certaines écoles élémentaires concernées par ces évaluations nationales, comme l'école Vincent Leblanc à Marseille par exemple, fermée en ce mardi 10 septembre. Ces évaluations sont en fait des tests de français et de mathématiques qui doivent se dérouler dans les classes allant du CP au CM2, des tests jugés inutiles et inadaptés par de nombreux professeurs qui estiment déjà évaluer leurs élèves tout au long de l'année et qui voient dans ces tests une source de stress supplémentaire pour les élèves en cette rentrée. Une colère et un désaccord qui ont amené au boycott de ces évaluations, à la fermeture de certaines écoles, on l'a dit, et à quelques manifestations aussi du côté d'Avignon, de Marseille, de Toulon, et puis un cortège acheminé du Jardin du Luxembourg jusqu'au ministère de l'Éducation à Paris cet après-midi.
Côté prévention maintenant, moins de 15% des élèves français bénéficient de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle lors de leur parcours scolaire et 25% des établissements déclarent ne jamais avoir mis en place ces fameux cours, alors qu'il y a une obligation légale. Oui, c'est ce que révèle un rapport du Conseil économique, social et environnemental présenté ce jour dans un article du Parisien. Un rapport qui tire la sonnette d'alarme. Il faut que l'État soutienne les enseignants qui appliquent les 3 séances annuelles obligatoires d'éducation à la sexualité prévues au long de la scolarité. C'est une question de santé publique car les jeunes semblent bien moins informés, plus insouciants aussi, et c'est lié, comme le montre ce témoignage recueilli à Lyon par nos collègues de France Inter. Selon Pierre, 18 ans, ses amis sont nombreux à avoir des rapports à risque. Oui, sans pilule, sans capote, sans test, sans rien. Ils sont allés à l'aveugle et ils ont tout fait. Et donc moi, j'aurais pas pris le risque personnellement, mais... Dans son rapport, le Conseil économique, social et environnemental appelle à une refonte complète de l'éducation sexuelle dans les écoles, surtout que cela survient dans un contexte où l'on observe une hausse des infections sexuellement transmissibles, où la désinformation est croissante et l'influence du contenu pornographique omniprésente. Un rapport de l'OMS publié fin août allait dans le même sens. Il montrait que l'usage des préservatifs chez les adolescents ne cesse de baisser depuis 10 ans, pas seulement en France, en Europe également. Pour rappel, le dépistage des IST est gratuit et possible sans ordonnance en France depuis le 1er septembre. Merci beaucoup Shirley. Un Premier ministre, mais toujours pas de gouvernement, alors que les différents partis s'accordent. La société civile, elle, patiente, voire s'impatiente pour certains. Alors quel cap est souhaitable et surtout quel dossier urgent attendent les heureux élus? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Merci Rodrigo d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise. Et face à vous, vous avez Jérôme Fournier. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci également d'être avec nous sur le plateau du Grand JT, même de loin et par Skype, secrétaire national LSE UNSA. 51 jours de patience pour voir l'arrivée de Michel Barnier au poste de Premier ministre, à peine entré à Matignon. Alors certains se sont félicités de son arrivée ou se réservent, je cite, le droit de juger sur les actes, sans parler de censure. Et puis d'autres le comparent déjà à Biden, pour les plus railleurs, ou encore annoncent déposer une motion de censure, à l'instar du NFP. Alors, est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une promesse, Rodrigo, cette motion ? C'est une réalité. C'est une réalité sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'Assemblée nationale est composée ultra majoritairement par des députés qui ont été élus grâce au Fonds républicain et qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que M. Barnier est en poste avec le soutien du Rassemblement national qu'on était censé tous combattre. Donc d'ailleurs, l'une des premières annonces, c'est comme le ministère de l'immigration que Nicolas Sarkozy avait mis en place déjà, mais qui donne déjà une vision, en tout cas la couleur des gages qu'il va donner à cette formation politique que nous avons tous combattue, parce que c'était ça l'enjeu central des législatives, indépendamment du fait que nous aurions dû gouverner, puisque nous avons la première majorité relative certes, mais la première majorité à l'Assemblée nationale. On va reprendre les élections depuis le début quand même, juste un petit clin d'œil, mais vous le savez tous, mais c'est toujours bien de le rappeler. Premier tour, le RN arrive en tête avec plus de 33% des voix. Deuxième tour, Macron appelle à un large rassemblement démocrate et républicain pour le second tour, donc pour faire barrage, dit-il. Et ça fonctionne puisque effectivement l'Union de la gauche arrive en tête avec 180 députés. Alors, est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'un gouvernement de coalition soit envisageable, sachant que quand même c'est quelque chose qui est assez répandu dans beaucoup de pays européens? C'est toujours envisageable de ce que vous appelez une coalition. En fait, c'est un gouvernement qui est composé de personnes qui sont unies sur une orientation politique. Il s'avère qu'on ne peut pas faire comme s'il y avait deux échéances électorales majeures qu'à traverser notre pays n'ait pas eu lieu, en l'occurrence les élections européennes et législatives, qui ont montré aussi clairement que les politiques mises en œuvre depuis 7 ans par Emmanuel Macron n'ont pas l'accord de la population dans leur grande majorité. Oui, mais si vous faites allusion par exemple aux élections européennes, oui, c'est quand même le RN qui est arrivé en tête. Oui. Et premier tour législatif aussi. Donc le RN, du coup, disent qu'ils veulent, par légitimité, aussi avoir leur place. Vous avez raison, la différence qu'il y a dans votre analyse, qui est juste d'un point de vue numérique, mais qui n'est pas juste d'un point de vue politique, c'est que nous avons été élus sur au moins l'anti-extrême droite. Donc il est quand même curieux que celles et ceux qui ont fait campagne sur cette base-là se tournent vers eux
pour pouvoir gouverner et mettre en place finalement un programme politique qui soit donne des gages à ceux qui sont censés combattre, mais en tout cas tourne le dos à celles et ceux qui ont justement porté autre chose et qui arrivaient encore une fois en tête à l'Assemblée nationale. Donc là, il ne s'agit pas là de faire des calculs d'apothicaire, il s'agit de dire qu'il y a une orientation qui a été prise par la France qui est clairement contre l'extrême droite et 2, contre les politiques d'Emmanuel Macron. Et il s'avère que la seule alternative dans ce cadre-là s'appelle le NFP, qui, disons-le tranquillement, a un programme qu'on pourrait qualifier de social-démocrate bon teint. Il ne s'agit pas de faire la révolution telle qu'on l'entend, mais par exemple de revenir sur la réforme des retraites qui est conspuée pour le coup par la majorité de la population, ou alors, puisque c'est School TV, de mettre en place l'école gratuite qui aurait pu être mon œuvre à la rentrée scolaire que nous venons tous de traverser. Et les parents savent combien elle a coûté au portefeuille. Alors, j'aimerais une réaction, évidemment, Jérôme Fournier, de votre part. Je rappelle que vous êtes secrétaire national SE-UNSA. Forcément, à la fois cette élection, cette nomination, ce qui va arriver, toute cette cacophonie que vient de résumer Rodrigo Arenas. Un petit mot là-dessus. Moi, je ne vais pas commenter les résultats politiques. La seule chose qu'on voit, c'est qu'on a fait une rentrée sans ministre, enfin une ministre démissionnaire. C'est quand même une première. Qu'on a une énorme instabilité ministérielle à l'éducation nationale depuis le deuxième quinquennat du président Macron, et ça c'est un vrai problème quand même pour gérer efficacement l'éducation nationale. Et puis aujourd'hui on a un Premier ministre, on n'a pas de ministre encore, mais on peut supposer que la politique ne change pas beaucoup. Et nous, on attend une réorientation de la politique éducative par rapport à ce qui a été fait ces 7 dernières années. Mais par exemple, si on suit la motion de censure déposée par le NFP, est-ce que vous, alors je sais bien, Jérôme Fournier, vous allez me dire, je ne fais pas de politique, mais enfin, est-ce que vous suivrez aussi cette position ? Mais nous, on ne votera pas de motion de censure, donc je ne peux pas vous répondre sur cette question-là. Sur le plan des idées, je parle. Sur le plan des idées, évidemment. Sur le plan des idées, ce qui pourrait nous poser un problème, c'est que le gouvernement de M. Barnier soit otage du Rassemblement national et de l'extrême droite plus largement, puisque nous, au mois de juin-juillet, nous avons appelé à faire barrage à l'extrême droite parce que les valeurs de ces partis d'extrême droite sont contraires à ce que nous portons à l'UNSA. Donc si le gouvernement devait être prisonnier de ces idées-là et devait mettre en place une politique qui reprenne en partie le programme notamment du Rassemblement national, alors on aurait une vraie difficulté et on s'y opposerait très fermement. Est-ce que c'était pour vous assez évident qu'on n'aurait pas tout de suite la composition du nouveau gouvernement, Rodrigo Arenas ? Moi, je pense que le président de la République, en l'occurrence, essaye de gagner du temps, le maximum de temps possible, parce que d'abord, rien n'oblige M. Barnier à présenter un gouvernement, et que la seule échéance officielle, c'est le 2 octobre, puisque c'est là où on reprend la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, passage, le président de la République, comme M. Barnier d'ailleurs, ne veulent pas répondre à la proposition de Yael Braun-Pivet, qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale en trichant d'ailleurs, puisque les 17 ministres provisoires ou démissionnaires, appelez-les comme vous voulez, ont voté alors que, manifestement, de notre point de vue, ils n'avaient pas le droit de voter. On ne peut pas être ministre et député en même temps, c'est quand même un peu curieux cette situation. C'est au Conseil d'État, on verra ce qu'il dira. Mais oui, aujourd'hui, on est dans une situation où il essaie de gagner plus de temps. D'ailleurs, je trouve assez curieux qu'on a Madame Macron, clairement, qui aujourd'hui annonce dans le magazine Elle qu'elle va figurer dans Emily in Paris, qui apparemment est une priorité, alors que la rentrée est là. Je parle sous le contrôle, évidemment. Mais ça, c'est annexe, Rodrigo Arenas. C'est pas annexe quand moi je reçois des mails à l'Assemblée nationale où il y a des parents qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants parce qu'il n'y a pas les AESH, parce qu'il n'y a pas les profs, parce qu'il n'y a pas les moyens, etc. Ou alors que vous avez des institutrices qui débutent, notamment des contractuels, qui doivent prendre sur leur denier personnel pour équiper par exemple leur classe. Je l'entends, mais c'est la première dame. Elle n'est pas ministre de l'Éducation, c'est la première dame. Elle n'est pas que première dame, puisque la première dame est une fonction qui est valable dans d'autres pays, mais pas en France. Il n'y a pas de première dame en France. Au ce titre, par contre, elle s'est affublée depuis le début du quinquennat comme étant la Madame Éducation de la France. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé, parce que je sais que vous avez bonne mémoire là-dessus, la place importante qu'elle a pris au niveau du ministère de l'Éducation nationale, y compris depuis Jean-Michel Blanquer qui en fait état
d'ailleurs dernièrement, il me semble. Donc à ce titre-là, elle s'est préoccupée de ce sujet-là, et je pense que vu la rentrée chaotique dans laquelle nous sommes, puisque ça a été rappelé par le secrétaire général de l'INSA qu'il n'y a pas de ministre de tutelle officiellement, eh bien je pense que c'est assez curieux de communiquer sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a d'autres priorités qui sont en ligne de compte. Voilà, c'est un peu mon opinion. Oui, vous dire que c'est un petit dérapage de communication maintenant sur le contenu. C'est plus qu'un dérapage, c'est une orientation d'une communication qui ne répond pas à la réalité de l'école et au désespoir parfois des enseignants qui n'ont pas les moyens de faire l'école dignement. Et c'est ça le sujet qui me préoccupe aujourd'hui. Alors en effet, effectivement, la rentrée se passe toujours difficilement pour énormément d'élèves, que ce soit et d'enseignants, que ce soit sur les conditions de travail évidemment, et on le sait, que ce soit sur le recrutement, puisqu'il manque encore des professeurs devant des élèves. Je n'ai pas encore les chiffres, puisqu'on n'a pas le chiffre officiel, mais enfin, certains, ils vont de 3000 enseignants manquants, d'autres ont des chiffres plus importants. Est-ce que vous, Jérôme Fournier, vous avez davantage d'informations à ce sujet ? Je n'ai pas de chiffres précis, mais par contre, dans le second degré, on a une étude interne qui nous montre que seulement un tiers des collèges et des lycées avaient l'ensemble de leurs enseignants le jour de la rentrée, un tiers pour lesquels il en manquait au moins un, et un tiers pour qui il en manquait plus d'un. Donc c'est assez révélateur de la situation catastrophique de cette rentrée et des rentrées précédentes. Finalement, malheureusement, c'est pas pire, mais c'est pas mieux, et il y a quand même urgence à trouver une solution pour qu'enfin on ait suffisamment d'enseignants à mettre devant chaque élève et permettre à chacun des enseignants d'avoir des conditions de travail correctes. Parce que plus il en manque, plus le travail repose sur ceux qui sont là, par exemple en termes d'heures supplémentaires dont les gouvernements successifs qu'ils multiplient à l'envi. Bien que Michel Barnier ait fait de l'école une de ses priorités dans son discours d'investiture, est-ce que le fait d'attendre et de patienter avant de nommer un ministre de l'Éducation, en l'occurrence, est pour vous un mauvais signe envoyé, Jérôme Fournier ? Alors je vais être ironique un peu. Si c'est avoir un ministre aujourd'hui pour avoir une réforme après-demain, on n'en veut pas dans ce cas-là. Parce que ça aussi, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de faire des réformes à chaque fois qu'on change de ministre. Et ces derniers temps, ça a été trop souvent. Des réformes qu'on n'évalue jamais, dont on ne sait pas ce qu'elles apportent ou pas à nos élèves. Donc, il faudra un ministre, bien évidemment, le plus rapidement possible, mais un ministre qui entende la profession et qui s'occupe de l'école avec la profession et pas sans la profession, parce qu'en ce moment, c'est quand même ce qui se passe. On a connu 5 ministres depuis 2017, 5 ministres de l'Éducation. Est-ce que ça va être un challenge demain de garder enfin un ministre de l'Éducation pour au moins un an, Rodrigo Aranas ? Aujourd'hui, depuis la rentrée, ce qui est certain, c'est que l'école, elle fonctionne, elle tourne, avec peu de moyens au niveau des enjeux, mais elle tourne grâce à l'administration et grâce surtout aux enseignants. Parce que les enseignants, ils mettent plus que leur salaire pour faire tourner les écoles publiques. Avec en plus tout le débat qu'il y a sur le financement des écoles privées par rapport aux écoles publiques, avec l'épisode Oudéa Castéra, avec l'établissement Stanislas, enfin tout ce que maintenant les Françaises et les Français connaissent parce que les masques sont tombés. La question aujourd'hui, c'est comment on va sur la rupture par rapport à ce qui existe. Les ruptures, elles sont de deux ordres. D'abord, d'essayer de résister, voire d'empêcher cette tendance d'Emmanuel Macron depuis 7 ans. De commercialiser l'école en favorisant le privé par rapport au public, les chiffres sont tombés, tout le monde est unanime là-dessus, mais surtout de faire en sorte de profiter de la baisse démographique, non pas pour fermer des classes et des écoles, mais au contraire d'améliorer les conditions dans la classe. Comment est-ce qu'on fait par exemple pour que le dédoublement des CP-CE1 se généralise parce que c'est bon pour le climat, c'est pas forcément bon pour les évaluations, PISA, etc. parce que c'est pas l'objet, c'est simplement que les enseignants puissent faire la classe normalement, notamment après le Covid où les enfants ont besoin qu'on prenne soin d'eux individuellement au quotidien avec les moyens ad hoc. La deuxième, c'est comment est-ce que on tient compte de cette civilisation numérique dans laquelle on entre, autrement qu'en mettant des applications d'intelligence artificielle qui sont prêtes d'ailleurs pour les lycées, c'est-à-dire que quand vous avez un enseignant qui est absent ou quand un élève
a des difficultés, il ne soit pas dans un rapport binaire à l'éducation. Est-ce que j'ai bien répondu, mal répondu, un peu comme des QCM qui font appel en fait à la répétition automatisée des connaissances et des savoirs, mais vraiment de renouer avec cette école de la République française qui est assez originale, en tout cas sur le papier, qui tend à faire en sorte que les enfants aient un esprit critique pour pouvoir repenser et penser surtout le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde, parce que c'est ça le projet de l'école publique, c'est ça le projet de l'école de la République. Donc manifestement, c'est cela aujourd'hui qui est un enjeu, et moi je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le ministre, s'il répond aux obligations de l'Élysée, eh bien il ne sera pas en mesure de faire autre chose parce que ce n'est pas ce qu'il propose depuis 7 ans. Depuis 7 ans, on est dans cette logique d'école de détection qui donne la possibilité de prendre les meilleurs éléments et qui met ceux qui ne sont pas très bons en fait dans l'école professionnelle, c'est-à-dire apprendre un métier parce que même les parents considèrent que notre gamin est tellement mauvais élève qu'au moins il apprendra un métier et il pourra subvenir à ses besoins. Ce n'est pas ça le projet de l'école. Ce que vous voulez dire, Rodrigo, aussi, c'est que finalement, peu importe le ministre qui sera nommé, la même politique va continuer d'exister. De présister, c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura pas de changement, ces législatives n'auront servi à rien, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, cette continuité-là. Il ne nous échappe pas que M. Pap Ndiaye a payé le lourd tribut justement d'avoir proposé des idées un peu dissonantes par rapport à ça. On le sait maintenant, c'est un secret de polichinelle de dire que M. Pap Ndiaye a sauté parce que simplement il voulait que les écoles privées participent de la carte scolaire. C'est-à-dire participe à la mixité sociale, à la mixité scolaire, on le sait maintenant. Donc oui, on a ces sujets-là, et je ne suis pas en train de défendre M. Pap Ndiaye. Je suis en train de dire que dès lors qu'on prend un chemin idéologique de l'école, qui est différent de l'émancipation, de la liberté, des valeurs de la République en fait, eh bien ça ne résiste pas très longtemps. On vient de parler dédoublement des classes, on a parlé aussi gratuité de l'école. Jérôme Fournier, j'aimerais une question, c'est vrai que c'est un peu large et vous ne pouvez pas répondre en quelques minutes, mais enfin quand même, je l'ose cette question. Quels sont les dossiers les plus urgents en cette rentrée pour le futur ministre ou la future ministre de l'Éducation ? Il y a un dossier qui est fondamental et qu'il va falloir vraiment prendre à bras le corps, c'est celui de l'école pour tous. On a besoin de pouvoir scolariser tous les enfants à l'école dans les meilleures conditions, notamment les enfants en situation de handicap, et on sort des Jeux paralympiques, donc on a beaucoup parlé de ces questions-là et il serait temps de poursuivre et d'avoir une meilleure inclusion, et pour ça, il faut que le gouvernement entende que les profs, les AESH, ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent apporter des réponses, celle qui est de leur champ de compétences, de leur mission, la réponse pédagogique, la réponse éducative. Par contre, il y a des réponses que les enseignants, les AESH ne peuvent pas apporter, et c'est un enjeu fondamental pour accueillir correctement ces enfants à l'école. Donc voilà un premier dossier qu'il faut travailler très vite avec nous pour que le prochain ou la prochaine ministre entende la souffrance des personnels, la souffrance des élèves aussi, des familles malheureusement, trop souvent là encore, et entendre qu'on est en fait à un point de rupture, et à un moment donné, si on ne trouve pas les solutions ensemble, il va y avoir un rejet considérable à l'école et on aura obtenu le contraire de ce qu'on cherche. Deuxième dossier... question-là, pardon. Le rejet, il est déjà là, manifestement. Il y a un véritable rejet et les inégalités sociales sont toujours là. C'est pas moi qui le dis, ce sont les experts de l'éducation. Vous êtes le premier aussi à le dire, Rodrigo Arenas. Comment on peut espérer, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir la nomination d'un ministre justement plutôt à gauche pour l'éducation et qui pourra prendre à bas-le-corps cette problématique des inégalités scolaires ? Vous savez, être de gauche, c'est pas se mettre un pins avec écrit « Je suis de gauche ». D'ailleurs, si vous prenez Gabriel Attal, tous ces gens-là, Elisabeth Borne, ils viennent du Parti socialiste, qui a une histoire de gauche. Simplement, ils ont rompu avec cette tradition. Ils ont rompu avec cet engagement de l'école pour tous. Ils ont, d'une façon ou l'autre, encouragé ce que j'appelle moi la commercialisation de l'école. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça devient un business. Ça devient un business. Et donc, c'est ça qui n'est pas acceptable. Donc, si vous mettez un Premier ministre ou une ministre qui dit de gauche, moi je suis désolé de le dire, mais c'est le programme du NFP. Et manifestement, Barnier n'a pas été mis en place pour faire ça. Donc, non, ça ne sera pas une politique de gauche. Non, mais c'est quand même une politique de rassemblement, de consensus. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron l'a dit aussi, Michel Barnier l'a dit aussi. Il veut rassembler. Donc, rassembler, ça veut dire quoi, finalement ? Mais il a déjà rassemblé. Il rassemble des anciennes personnalités de gauche
que je viens de vous citer, mais il y en a d'autres. Il y en a même certains qui sont aujourd'hui dans des organisations dites de gauche qui jouent cette carte d'une sorte de coalition. Mais la question, c'est pas un mercato, la politique. On n'est pas en train de choisir est-ce que Mbappé va jouer au Real Madrid ou à Barça. Non, on est sur une politique. Vous voyez, même sur la gratuité que vous avez citée, la question de la gratuité, c'est pas donner du pouvoir d'achat aux parents. La question de la gratuité, c'est de donner un statut aux enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, quelle que soit son origine sociale, quel que soit le territoire dans lequel il habite, quel que soit, y compris son origine tout court, eh bien, il a un droit inaliénable qui est d'avoir droit à l'éducation. Sauf que c'est pas mis en place. Et bien, manifestement, c'est pas le cas, puisque quand vous allez à l'école en fonction du territoire dans lequel vous habitez, vous n'avez pas le même droit à la même école. Par exemple, si vous allez dans la ville de Saint-Denis, vous avez la cantine gratuite. Et c'est pas qu'un projet de gauche et de droite. Vous avez juste à côté la ville de Drancy qui l'a mis en œuvre depuis très longtemps. Vous avez aujourd'hui Marseille, Paris, Bordeaux qui met en place les fournitures gratuites. Mais d'autres petites communes l'ont mis en œuvre. Et je vais même vous étonner, de la commune de Paris, sa première mesure, c'était la gratuité des fournitures scolaires. Vous voyez, on remonte au 19e siècle. Donc la question, c'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, c'est pas une question technique, l'argent on l'a. C'est la question de comment est-ce qu'on considère l'enfant. Comment est-ce qu'un enfant a un droit, indépendamment des parents, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, parce que la différenciation ne se fait pas sur le droit à l'école, qui aujourd'hui ne consiste pas juste à l'instruction, d'avoir une classe avec un enseignant, il y a d'autres considérations qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, je parlais tout à l'heure des bacs professionnels, quand vous faites un CAP ou un BEP de cuisine, eh bien, le lot de couteau, c'est 500 €. Bah, si vous ne les avez pas, vous ne faites pas. Voyez, vous avez par exemple les lycées agricoles publics. J'ai des parents qui m'ont alerté justement parce que leurs enfants viennent d'intégrer cela parce que les enfants sont sensibles à l'écologie et qu'ils trouvent que c'est bien d'aller dans cette filière qui propose de produire la nourriture autrement, respectueuse de l'environnement, de la souffrance animale, etc. Mais les fournitures deviennent de plus en plus chères, donc ils se posent la question comment on va faire. Vous voyez, c'est ça aujourd'hui qui rentre en ligne de compte. C'est le droit des enfants à choisir leur orientation et leur avenir. Deuxième dossier dont vous parliez, Jérôme Fournier. Je vous donne la parole. C'est le dossier qui a déjà été abordé tout à l'heure, c'est celui de la mixité à l'école. Là aussi, tant qu'aucun ministre ne voudra prendre ce dossier-là à bras-le-corps, on ne trouvera pas de solution pour améliorer le fonctionnement de l'école. Donc, il faut absolument, et nous, on saura le dire au prochain ministre, est-ce qu'on le convaincra, je l'espère, mais qu'on ouvre ce dossier et qu'on trouve des solutions. Il y en a plein, en fait, des solutions qui ont réussi dans différentes villes ou départements de France. Donc, il faut regarder les expériences. Ce ne sont pas toujours les mêmes et c'est justement ce qui est important, c'est qu'il y a différents moyens pour améliorer la mixité et donc choisir les meilleurs moyens là où ce sera possible. Après, on a des territoires où on sait que la mixité va être très compliquée, mixité sociale et scolaire, à trouver et donc il faut inventer de nouveaux dispositifs qui n'existent probablement pas encore aujourd'hui. Dernière question sur le budget, Jérôme Fournier. Qu'en est-il? Parce que Gabriel Attal a demandé quand même à Michel Barnier de continuer de faire de l'école sa priorité. Est-ce qu'on peut espérer que le budget soit tout aussi important, voire plus? Eh bien, si c'est la priorité, alors il faudra que le budget augmente et qu'il ne soit pas seulement sanctuarisé, ça ne suffit pas. Et notamment, nous, il y a un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui de la réforme de la formation initiale, parce qu'on pense que c'est vraiment un moyen pour rendre plus attractif le métier. La réforme telle qu'elle était presque aboutie au mois de juillet, elle coûte de l'argent, mais c'est un investissement pour le futur et il nous semble que voilà un bon moyen de dépenser l'argent des Français. Et dans ce cas-là, il faudra un budget à la hauteur, donc qui augmente. Dernier petit mot, quelques secondes sur le budget. Écoutez, Gabriel Attal, il n'est plus ministre, il n'est plus Premier ministre, il est député de la Nation, incessamment sous peu, et paradoxalement, il fait partie de la commission éducation. Donc j'attends de voir ce qu'il va défendre quand on va parler du budget. Donc si on va voir s'il va défendre ce qu'il dit, et surtout sur quoi. Parce qu'il sera tout à fait habilité à déposer des propositions de loi, à déposer des amendements, mais l'expérience montre que sa priorité, ce n'est pas le service public. D'ailleurs, il l'a montré dans l'exercice de ses fonctions, et surtout il l'a montré sur la vision qu'il a de l'école, puisque... Quand on pense et quand on dit que la priorité, par exemple, c'est de mettre des uniformes aux enfants, eh ben, je pense qu'on est loin du compte. D'abord, l'uniforme n'a jamais réglé les questions de harcèlement scolaire, sinon ça serait le cas en Inde, en Angleterre ou au Chili, le pays dont je suis originaire. Ça ne règle pas les questions de différenciation sociale. Vous avez en Seine-Saint-Denis une école qui s'appelle l'école de la Légion d'honneur, qui est une école pour les jeunes filles pupilles de la nation. Eh bien, vous savez, les jeunes filles, elles feront la différence avec les sacs à main, les chaussures et tout ce qui va. Parce qu'il y a toujours une façon de mettre en œuvre cette distinction. Oui, donc, vous voyez, on a priorité et priorité. Voilà, on a priorité et priorité. Donc, ce n'est pas, en tout cas, ces actions-là qui permettront de réparer l'école publique. Parce que moi, j'attends Gabriel Attal au tournant. D'ailleurs, tous les députés, quels qu'ils soient,
soit on est sur une priorité au service public qui ne trie pas les enfants et qui ne fait pas différenciation, où on continue à encourager un service privé qui n'est pas là pour des questions seulement éducatives, mais qui permet de créer de l'entre-soi, une résocratie qui permettra, comme quand on fait des grandes écoles, Monsieur Damasio, si vous permettez de digresser, qui est un très grand auteur de science-fiction française, a dit clairement que dans les classes prépa qu'il a fait, c'était les fils de ministres, les fils d'eux, qui sont entre eux, et que c'est comme ça que se reproduit la France. L'école publique, la mixité sociale dont parle le secrétaire général de l'UNISA, c'est justement le contraire de cette théorie-là, et j'attends Gabriel Attal au tournant. Et Michel Barnier peut-être un peu aussi. Michel Barnier, vous savez, je vais écouter ce que dit Emmanuel Macron, et puis après on verra. Merci à tous les deux d'être venus de près ou de loin sur le Grand JT. Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise, et Jérôme Fournier, secrétaire national SE UNSA. Merci à vous deux. À bientôt. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles, et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marie Soulier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marie. Vous êtes ancienne prof de français en collège. C'est ça. Vous venez tout juste d'arrêter. Oui. Et vous avez fondé dans le même temps SOS Dépannage Prof. Alors SOS Dépannage Prof, ça peut tout dire et rien dire. On peut tout trouver dans cette petite merveille. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est une plateforme d'entraide. Et déjà, ça, c'est fort. La solidarité dont on a tant besoin aujourd'hui. Pour les enseignants, mais pas que. On va en parler ensemble. Qu'est-ce qu'on va y trouver précisément? Est-ce que ce sont des conseils déjà au quotidien? Alors, le but, c'est que c'est une plateforme ouverte. Donc, on va y trouver des ressources, mais ça, je dirais qu'on en trouve aussi ailleurs. C'est pas, on va dire, le point principal de SOS. SOS, c'est surtout un endroit où on peut poser une question très, très rapidement, avoir une réponse sur n'importe quel sujet qui ait un rapport avec le monde de l'éducation. Donc ça peut être des enseignants, bien sûr, 90% ce sont des enseignants, qui posent des questions sur la gestion de la classe, parfois sur des problèmes matériels, mais aussi sur des choses très spécifiques, très liées aux disciplines.
Donc c'est très très ouvert, on n'a pas de rubrique. Justement, le but c'est d'appeler, d'essayer de trouver quelqu'un parmi la communauté des bénévoles qui puisse répondre à ces questions rapidement. Cette plateforme, est-ce qu'elle part d'un constat finalement assez simple, lorsque vous étiez professeur de français en collège, je le rappelle, qui était la paperasse trop important, le manque de temps, surtout pour pouvoir avoir une réponse à des questions, pour pouvoir échanger de manière rapide et se dire, bon, là, peut-être je ne me suis pas trompée, je suis dans le juste, il faut que je me presse. Absolument. Je pense que les ressources, il y en a effectivement partout maintenant. On s'y perd. Et je trouvais que c'était intéressant de créer peut-être un autre service qui serait au plus près de la réalité de l'enseignant qui se trouve à l'autre bout de la France, qui est parfois un peu isolé aussi, qui n'a pas forcément des collègues ou qui n'appartient pas à des communautés d'enseignants ou qui ne participe pas trop aux communautés sur les réseaux sociaux, mais qui aurait envie de poser une question et d'avoir surtout une réponse immédiate. Et c'était ça l'esprit. Alors, poser une question, avoir une réponse immédiate, je l'entends complètement, surtout quand on est professeur de français. Donc, sur le sujet du français, le sujet de prof et au collège, toutes les questions qui viennent à l'esprit, je l'entends. Après, tout le reste, et elles sont énormes, elles sont, j'imagine, très importantes. Comment vous faites pour y répondre? C'est une plateforme complètement ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas la réponse, d'autres peuvent l'apporter? Absolument. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a motivée pour venir chez vous, c'est d'essayer aussi de convaincre des collègues de consacrer un petit peu de temps. Bon, bien sûr, le temps est précieux, on le sait quand on est enseignant, pour pouvoir justement répondre de manière précise à des demandes précises. Parce que donc dans les collaborateurs aujourd'hui, on commence, on n'est que 5. Mais avec des profils différents. Il y a des professeurs d'école maternelle, des professeurs d'école élémentaire, on a une professeure de sciences aussi. Et donc, on est à la recherche aussi, plus il y aura de profils différents, plus on pourra répondre au plus près. Après, ceci dit, je vais être quand même assez claire. Quand on est professeur de mathématiques et qu'on a comme interlocuteur un professeur de français que je suis, bien souvent, tout de même, hormis les problèmes liés à la discipline, à l'expertise de la discipline, disons que les questions sont transversales. Et donc, quand on nous pose une question, par exemple, sur comment engager plus les élèves en classe, que l'on soit professeur de maths ou professeur de français, je pense qu'on a quand même des réponses à apporter. Donc, c'est rare, en fait, quand on a des questions vraiment sur l'expertise de la discipline. Ce sont plutôt des questions qui se tournent autour de la pédagogie. Alors, justement, c'est ce qui m'intéresse, effectivement, le contenu précis, parce que vous l'avez dit, des ressources précises, des questions très simples sur le côté, en fait, purement quotidien. Bon, on imagine que ça existe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs du monde de l'éducation, notamment que l'on reçoit ici sur School, sur toutes les émissions, effectivement, de la chaîne, tout le monde revient un peu avec cette même question, c'est-à-dire repenser l'école, repenser la manière peut-être d'enseigner, la manière aussi de recevoir cet enseignement, repenser le lien avec élèves et professeurs. Est-ce que peut-être cette plateforme peut servir à ça aussi? Oui, c'est un point. Réfléchir ensemble. Tout à fait, c'est un point de départ. Ce n'est pas une plateforme de formation, je tiens à le préciser. C'est une plateforme donc d'échange. Ça peut être un déclencheur. Donc, on peut apporter dans nos réponses justement des ressources qui amènent les enseignants à aller se former sur des plateformes académiques, plus institutionnelles. Donc nous, on fait aussi ce travail de veille qui est très important pour pouvoir pousser une ressource qui correspond vraiment à la demande. Quand on repense l'école, on a envie souvent d'avoir l'expertise aussi peut-être de sociologues, de personnes en psychologie ou autres, ou même simplement d'éducateurs. Est-ce que cette plateforme, elle est faite que pour les enseignants ou est-ce que vous l'ouvrez aussi à tout le monde de l'éducation? Non, c'est ce que j'ai dit en introduction. Effectivement, notre désir le plus cher, c'est qu'elle soit ouverte à tout le monde. Et donc, pour l'instant... Mais à tout le monde, c'est un entrepreneur aussi? Alors, tous ceux qui s'intéressent et qui ont une question en lien avec l'éducation, bien évidemment. Tout le monde, donc. Donc, par exemple, ça peut être un parent d'élève qui pose une question sur une ressource ou sur, pourquoi pas, une question pédagogique. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des assistants, d'éducation qui peuvent aussi venir nous voir. Je dirais, quand je dis c'est ouvert à tout le monde, c'est à toutes les personnes qui
s'intéresse de près ou de loin. Donc, vous parlez de pédagogie. J'ai relevé une phrase qui m'a paru importante. Il est important de former les enseignants aux pédagogies actives afin que le temps de la classe soit un moment dynamique pour les élèves qui ne doivent plus rester passifs. Les pédagogies actives leur permettent d'être acteurs et constructeurs de leur propre savoir. Concrètement, ça se manifeste comment cela ? Alors concrètement, c'est une autre posture. Voilà, c'est clairement une autre façon d'envisager la classe. Ça commence déjà par la construction de la séance par l'enseignant, qui ne va pas la concevoir d'une manière descendante, avec une posture de face à face, mais qui va proposer des ateliers d'investigation où les élèves vont pouvoir travailler en groupe, où ils vont avoir des ressources à examiner et donc à déduire aussi des notions qu'ils vont pouvoir manipuler. Donc c'est une pédagogie qui est vraiment conçue pour que les élèves soient complètement engagés et sortent de cette posture d'écoute bienveillante, on le souhaite en tout cas, mais d'écoute et que ça soit de plus en plus les élèves qui s'approprient les notions. Le professeur donc passera plutôt d'un rôle, je dirais presque de one-man show, quand on est un professeur traditionnel, institutionnel, on va dire, à un professeur plus qui sera dans l'accompagnement, qui guidera, qui pourra amener les élèves aussi à travailler ensemble, qui profitera aussi de l'expertise de certains élèves pour accompagner d'autres élèves. Donc c'est ça la pédagogie active. Et c'est vrai que c'est une pédagogie que je pratique, même si j'ai d'autres missions aujourd'hui, mais c'est une pédagogie auquel je crois énormément parce que je me suis rendu compte tout au long de ces années que les élèves, bien entendu aujourd'hui, ils ont une autre façon d'aborder le savoir et plus on les engage, plus on les sollicite, plus c'est efficace. Ça me fait penser à l'excellente pièce et surtout film Le Cercle des Poètes Disparus, où justement on voyait cette pédagogie active. Et d'actualité d'ailleurs. Exactement. Repenser la manière d'enseigner, repenser justement la pédagogie, la manière d'aborder l'apprentissage, l'enseignement de manière générale, ça veut dire formation, vous l'avez dit, c'est pas une plateforme de formation, mais vous pouvez effectivement guider vers des formations. Est-ce que les enseignants, selon vous, puisque vous échangez beaucoup du coup, ont le temps, la patience et la possibilité simplement de faire davantage de formations aujourd'hui ? Je dirais qu'il y a toujours ce besoin de formation. Maintenant, c'est trouver le bon format. Voilà. L'enseignant, comme je l'ai dit, et parfois il n'a pas le temps de prendre sur son temps personnel. Ça crée d'ailleurs pas mal de polémiques, mais quand on parlait de formation en dehors du temps de présence des élèves, c'est vrai que pour beaucoup, c'était pas possible, quoi. C'était pas envisageable. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas se former. Simplement, effectivement, c'est un métier dans lequel on a besoin de se former parce qu'on a besoin de renouveler. Comme on dit souvent, les enfants, ils ont toujours le même âge, mais nous, on vieillit tous les ans. Donc, il est normal qu'on réactualise aussi nos connaissances, mais savoir comment on peut avoir accès à cette formation, que ça soit véritablement répondre à un besoin. Les gens ont besoin de se former, mais ils ont besoin surtout que ça soit efficace, que ça corresponde à leur environnement de classe. Et c'est pour ça qu'on a tendance aujourd'hui, les collègues ont énormément besoin d'accompagnement presque individualisé. Et quand on fait des formations plénières, souvent les gens réagissent en disant « mais moi, c'est pas ma configuration, moi, j'arrive pas à me projeter dans ce que tu me dis ». Donc on sent bien qu'on a besoin d'être formé sur son contexte. Et donc SOS, ça répond déjà, je dis bien, ça répond pour commencer à une demande et ensuite on apprend un petit peu à connaître la personne et on peut effectivement lui pousser quelques ressources, le conseiller, d'aller voir telle ou telle formation qui se trouve déjà en ligne. Il y a toute la série des MOOC, il y a le réseau Canopé aussi qui fait beaucoup. Entretien par mail, réponse par mail ou si c'est un chat, parce que quand on a besoin d'entraide et de discussion, et on va terminer là-dessus, mais on a besoin aussi peut-être de tout simplement parler, échanger. Voilà, c'est ça. En fait, on répond uniquement par un audio. On ne fait pas de mail, justement, on n'écrit pas.
on aime bien que ça soit personnalisé, donc on s'adresse à la personne et puis éventuellement, si la personne le désire, on peut aussi échanger par téléphone. Merci beaucoup Marie Soulier d'être venue sur le plateau du Grand JT pour nous parler de votre plateforme SOS dépannage prof. Merci mille fois. Merci à vous. On va tout de suite retrouver j'allais dire Marie, non pas Marie, on va retrouver Shirley cette fois-ci pour la chronique. Shirley, pendant qu'on teste l'interdiction du téléphone portable dans près de 200 établissements en France en cette rentrée 2024, eh bien on est forcément curieux de savoir ce qu'il se passe dans le reste du monde. Cacher ce téléphone que je ne saurais voir, la voilà la tendance générale, Virginie. Autrement dit, chers élèves, chers parents en France, vous n'êtes pas seuls. Ailleurs dans le monde, c'est un peu la même histoire. Alors petit tour d'horizon. Aux États-Unis, selon le Los Angeles Times, plusieurs États ont adopté des lois qui proscrivent les téléphones portables dans les établissements scolaires. La rentrée s'est donc faite sans portable en Floride, qui interdit le téléphone depuis mai 2023 déjà, mais aussi en Caroline du Sud ou en Louisiane. Et comme le système éducatif américain est très décentralisé, parfois les districts à l'intérieur des États conservent une grande autonomie dans la gestion des établissements. Alors là, deux cas de figure. Soit les districts eux-mêmes décident d'interdire le portable, comme ça va être bientôt le cas pour New York ou Los Angeles, puisque les deux districts comptent généraliser à la mesure dès le début de l'année 2025 dans les écoles publiques, dont les lycées, soit ce sont les États dans lesquels ils se trouvent qui les somment d'agir. L'Indiana, par exemple, Minnesota ou l'Ohio ont imposé à leurs différents districts de mettre en place rapidement des règlements qui limitent l'utilisation des portables à l'école. Alors après, est-ce qu'on le laisse dans un casier, dans une pochette scellée ou est-ce qu'on l'amène? Pas du tout. Les modèles d'interdiction varient d'un État à un autre, d'un district à un autre. On va changer de continent ensemble, direction l'Asie et plus exactement le Japon. Alors là-bas, on a trouvé une solution intermédiaire. Cette rentrée 2024 s'est faite sans smartphone, dernier cri donc, mais pas sans téléphone. Exactement. Alors ceux et celles qui nous regardent doivent ouvrir de grands yeux tout ronds. Mais oui, Virginie ne s'est pas trompée. Certaines municipalités japonaises ont tout simplement distribué aux écoliers des téléphones aux fonctions très limitées. Alors, que peuvent-ils faire avec? Explication de Karine Nishimura, correspondante pour Radio France au Japon. Ces petits appareils leur permettent d'abord de lancer un SOS avec une alarme qui déclenche un appel à un centre de secours, lequel peut immédiatement les localiser et même voir dans quel environnement et circonstances ils se trouvent grâce à la caméra. Bon, voilà de quoi rassurer les parents, puisque c'est une de leurs principales préoccupations dès lors qu'on leur dit que leur enfant n'aura plus de téléphone sur lui. Alors que peut-on faire d'autre avec ce téléphone ? C'est aussi un téléphone qui ne peut être appelé ou appeler que des numéros préenregistrés, donc ceux des parents, des frères et sœurs, des grands-parents et éventuellement de quelques amis. Ce sont les parents qui gèrent ce répertoire. Il est possible d'échanger des courts messages écrits avec ces mêmes numéros, mais pas davantage. Pas d'appli, pas de réseaux sociaux. Résultat, les enfants peuvent joindre quelqu'un et être joints, leurs besoins, et n'ont donc plus d'arguments pour exiger à la place un vrai smartphone. Ouais, ils ont fait fort, les Japonais. Après, c'est vrai que même si on est sur des modèles assez sommaires de téléphone, il faut quand même avoir le budget d'en équiper chaque écolier. Écolier parce que les collégiens et les lycéens nippons, eux, ont le droit de conserver leur smartphone. Et oui, apparemment, ils seraient un peu plus disciplinés que leurs cadets et leurs profs n'auraient pas trop à les reprendre sur ce point. Ça ressemble un peu à nos vieux 9 touches en fait qu'on avait tout simplement avant les smartphones et d'ailleurs qui reviennent un peu dans le jeu. Alors justement, on va parler de ce qui se passe en Europe maintenant. On fait quoi du téléphone portable à l'école? Alors par exemple en Italie, c'était acté pour cette rentrée. Ciao les téléphones portables de l'école élémentaire jusqu'à la fin du collège dans les salles de classe. C'est une circulaire signée par le ministre de l'Éducation nationale Giuseppe Valditara en juillet dernier qui a entériné la décision. Nous devons réhabituer nos enfants à la relation avec le stylo et le papier, a déclaré le ministre. Alors ça sonne un peu vieille école, mais on comprend l'intention et même à des fins éducatives, il a dit non, contrairement au Portugal, à la Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et dans certaines régions d'Espagne où dans ce cas précis, le mobile est toléré donc pour des usages pédagogiques sous la supervision des enseignants, bien sûr. Toutes ces mesures d'interdiction, quel que soit l'endroit dans le monde, sont motivées par les mêmes raisons. On le sait, la peur de la baisse du niveau scolaire
et aussi la volonté de prémunir face au harcèlement. Oui, l'hyperconnexion des jeunes, en fait, on la craint, on la pointe du doigt, on l'étudie sous tous les angles. Lutter contre l'addiction des enfants au téléphone portable, Emmanuel Macron en a fait un axe politique. C'est bien notre président qui, en début d'année, a commandé un rapport d'experts à ce sujet. Alors, quels en ont été les principaux constats? Réponse de Sandrine Cabu, journaliste au service Sciences du Monde, dans le podcast L'Heure du Monde. Ils alertent sur la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants, mais aussi sur les conséquences pour leur santé, leur développement, leur avenir. La Commission se dit bousculée par les constats qu'elle a eu à faire sur les stratégies de captation de l'attention des enfants, où tous les biais cognitifs sont utilisés pour enfermer les enfants sur leurs écrans, les contrôler, les réengager, les monétiser. Des conclusions qui avaient mené le gouvernement à vouloir prohiber l'usage des téléphones portables aux moins de 11 ans et à couper l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Souvenez-vous, c'était en juin dernier. Bon, ça n'a pas été fait. Difficile d'influer sur la sphère privée. Pour rappel, quand même, en 2018, une loi interdisait déjà en France l'utilisation des smartphones dans l'enceinte des écoles et des collèges. Mais c'est aux établissements qu'il appartient depuis de définir les modalités pratiques du respect de cette loi. Et vous vous doutez qu'elle n'était pas souvent appliquée à la lettre, d'où la volonté d'aller un peu plus loin avec cette pause numérique en expérimentation dans 200 collèges. On en parle beaucoup en ce moment. Une pause qui équivaut à une interdiction totale d'avoir son téléphone dans son sac. Il faut le déposer à l'entrée de l'établissement. Les effets, on attend de voir. En tout cas, partout dans le monde, on trouve des frustrés, des flippés. Alors frustrés de ne pas avoir avec soi son objet fétiche, ce qui entraîne ensuite une frénésie de connexion une fois rentré à la maison, ce qui n'est pas top non plus. Flippé de ne pas pouvoir joindre à tout moment son enfant, ça c'est pour les parents qui, on le rappelle, peuvent joindre la vie scolaire. Mais il y a aussi des heureux, comme dans le KEEP New York City College, où après des mois de sevrage, la directrice Monica Samuels dit que certains étudiants l'ont même secrètement remercié d'avoir institué l'interdiction. C'est une information du magazine Bloomberg. À voir donc ce qui va se passer en France pour les prochains mois, avec peut-être une ministre ou un ministre de l'Éducation qui va être nommé bientôt. Merci beaucoup Shirley. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est des missions spécifiques qui sont proposées aux bénévoles comme Estella tout le long du mois de septembre, ou est-ce que c'est un programme particulier, ou en fait c'est une mise en avant plutôt de ce domaine qui est cher à Estella? Comment ça fonctionne cette campagne? Alors, même si vous ratez le créneau de septembre, il y aura toujours des missions d'éducation sur la plateforme toute l'année. Et puis, en septembre, on a effectivement plusieurs choses qui sont mises en place. On a d'abord, avec nos partenaires, donc toutes les associations qui travaillent sur les questions d'éducation, toutes les collectivités territoriales qui nous ont rejoints, on les a incités à publier des missions sur la plateforme. Donc, il y a vraiment un volume significatif de missions. On en a plusieurs milliers qui n'attendent que vous. Donc, on a vraiment cette partie de bénévolat, d'engagement. Et puis, on a toute une partie un peu plus événementielle. Tout le mois de septembre, on a notamment on a des fresques du bénévolat qui permettent de lever les freins pour trouver un peu ce vers quoi on a envie de s'engager, déconstruire un certain nombre d'idées reçues. On en a une le 11 septembre à Lyon, on a des webinaires aussi. Le 12 septembre avec la cravate solidaire, on va parler bénévolat et insertion professionnelle. Le 17 septembre avec la FEV, on va parler bénévolat et soutien scolaire notamment. Donc si vous hésitez encore sur ce que vous avez envie de faire, il y a aussi des événements et des événements de sensibilisation en ligne qui sont faits pour vous. Bon, la campagne Septembre pour apprendre, elle repose donc, on l'a dit, sur le bénévolat. Est-ce que vous pensez que le bénévolat, malgré tout, soit suffisant pour combler les lacunes du système éducatif? Ça y participe? Non, ça y participe, on ne se considère pas comme suffisant. En tout cas, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on a une vision très large de l'éducation qui ne s'arrête pas aux portes de l'école et dans lequel chacun peut prendre sa part et chacun a quelque chose à donner, à transmettre. Donc voilà, on a notre petite pierre humblement qu'on essaye d'amener à l'édifice, ou en tout cas d'aider les associations qui agissent à recruter les bénévoles dont elles ont besoin, mais on n'a pas du tout la prétention de réparer le système éducatif. Non. Comment est né ce concept, si je peux dire, ce campus, et quelle est l'idée derrière?
Alors, on s'inscrit pleinement dans l'héritage des Jeux Olympiques. Donc, la période est éminemment propice. Voilà, beaucoup d'émulation, beaucoup de valeurs ont été transmises et voilà, a été créé un Grenelle des métiers du sport pour finalement donner 3 grands objectifs à ce campus. Un premier objectif, le plus important certainement, d'inclusion et de remobilisation par le sport, pour permettre à des jeunes en situation de décrochage scolaire notamment, de trouver leur voie, leur métier, leur formation. Un objectif de montrer, de structurer et de montrer la filière, les métiers qui sont méconnus, en évolution et qui voilà, ont des besoins. Enfin, on a des besoins en recrutement qui évoluent et qui augmentent dans la filière du sport. Et puis un troisième axe complètement international et européen, parce que la montée en compétences des jeunes parfois éloignés de l'emploi ou dans des situations difficiles comme on peut en connaître en région de France ou ailleurs, nécessite voilà, une mobilité, d'ouvrir des perspectives et des horizons et ainsi de pouvoir voilà, progresser dans son parcours personnel et professionnel. Alors, des applis qui permettent d'abord, on passe rapidement là-dessus, qui ont d'abord un intérêt purement pratique, un intérêt de communication sur les emplois du temps, les horaires, ça j'allais dire c'est l'ancien, c'était le cahier de correspondance d'avant. Alors, la révolution, en fait, c'est vraiment que ces applications se trouvent sur les smartphones des parents et des enseignants. Et c'est vraiment ça qui garantit également leur succès. C'est-à-dire que tout le monde a un smartphone. Et honnêtement, toute classe sociale... Depuis peu, il a fallu que vous achetiez le vôtre. Oui, c'est vrai. Maintenant, tout le monde a un smartphone, même moi. Et donc, du coup, et ça, c'est vraiment la petite révolution. Parce que c'est ce qui permet aussi de vraiment englober tous les parents, toucher tous les parents sur cette question. Et je ne me souviens plus de votre question. La question, c'était de dire que ça résolvait un tas de problèmes au plan pratique. Donc, ce que vous soulignez déjà, effectivement, c'est que c'est un lien direct, alors que le cahier, après tout, il fallait le chercher dans le cartable, il fallait que l'enfant pense à le montrer. Ce lien direct, et puis quand même, pour tout ce qui est emploi du temps, etc., pour le coup, on peut dire que c'est un progrès. Exactement. Sur la partie, sur la dimension, en fait, de l'information, de la communication des informations pratiques de l'école, il prend le relais vraiment du carnet de liaison, du cahier de liaison, carnet de correspondance, ça dépend comment on l'appelle dans les écoles. Et il permet justement une rapidité, une praticité, vraiment. Et puis aussi, il y avait beaucoup d'enfants qui perdaient le cahier. Le cahier disparaissait. Volontairement ou pas. Ou volontairement ou pas. Les petits mots aussi disparaissaient dans les casiers, etc. Surtout donc là-dessus, c'est très, très pratique. Génération à laquelle vous appartenez, Estella, qui est une génération, c'est vrai, on le dit régulièrement, plutôt engagée. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Parce que dans les médias, il y a 2 points de vue. Il y a d'un côté la génération engagée qui soutient notamment les aînés, engagés sur l'éducation, sur l'environnement. Et puis d'un autre côté, cette génération qui, si on le dit de manière très franchement, en reprenant les titres d'actualité, qui n'en fout pas une. Vous êtes plutôt du premier côté, je crois, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette génération? C'est sûr qu'après le Covid, il y a eu un gros frein dans l'engagement étudiant. Et il y a beaucoup d'étudiants que je connais qui veulent s'engager, mais comme il y a la précarité qui augmente beaucoup, ils n'ont pas le temps. Bien sûr. Parce que la plupart, il y en a beaucoup qui doivent travailler à côté des études, donc faire du bénévolat, c'est pas possible, c'est pas compatible avec leur emploi du temps. Donc il y a une jeunesse très engagée, il y a aussi une partie qui veut être engagée mais qui ne peut pas. C'est assez paradoxal, effectivement. Vous partagez ce point de vue Oui, tout à fait. Nous, on sait que... On sait qu'il existe un engagement qui correspond à chacun, mais qu'on n'a pas forcément toujours le réflexe, on ne sait pas toujours où chercher, ou alors on a un certain nombre de freins. On se dit, est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est compatible avec mes horaires? On a beaucoup de choses comme ça qui viennent nous empêcher de toquer à la porte des associations. Donc c'est vraiment notre mission. L'intuition, c'est que les gens sont par nature engagés, ils ont envie d'agir, mais qu'ils n'ont pas forcément les outils à disposition. Et pour ce qu'on voit de cette génération sur la plateforme, c'est sûr qu'on voit beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie d'agir. On voit plutôt la deuxième catégorie. Comment se passe ton stage au sein effectivement de 135 BPM? Comment se sont passés toi tes premiers mois? Alors ça s'est très très bien passé. On a vraiment, comme je le dis souvent, de très bonnes conditions de travail avec de superbes infrastructures, une bonne relation entre nos formateurs et nos collègues entre guillemets. Donc voilà, tout est fait pour qu'on réussisse et c'est vraiment top. Mais c'est-à-dire, tu veux faire quoi? Tu es venu chercher quoi, toi, au sein de 135 BPM? Et tu parles de magnifiques structures, mais est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu, nous raconter un petit peu ton quotidien?
Alors, je suis venu chercher des compétences que je dois acquérir pour pouvoir exercer ce métier d'éducateur sportif, forcément, et puis de nouvelles expériences dans lesquelles j'ai pas encore pu exercer, notamment avec certains publics que je ne connais pas forcément, comme les enfants en foyer social, etc. Et en ce qui concerne les infrastructures, on a vraiment énormément de salles sportives, de matériel sportif à notre disposition. Enfin voilà, tout est fait pour qu'on réussisse, quoi. Un certain nombre de familles doivent aussi, pour communiquer sur ces smartphones, s'emparer de l'outil, et toutes n'ont pas les mêmes habiletés. Et on va venir évidemment sur cette question-là parce qu'elle est au cœur du bouquin. C'est finalement comment on utilise pour les autres fonctionnalités ces smartphones. Alors, justement, il y a des usages extrêmement divers et variés de la part des parents. Certains parents, et on commence un petit peu, peut-être je vais commencer un petit peu l'analyse, et celles qui sont le plus proches de l'école, qui maîtrisent justement cette communication spécifique avec l'enseignant et l'école, pour eux, tout va bien. Donc c'est facile. Et puis, ils vont très facilement s'approprier ce code langagier particulier, donc je rappelle, qui mêle langage écrit, phrases, mais aussi les emojis. Et donc, du coup, il faut savoir être dans un langage très codé, qui est à la fois très formel, mais très informel. C'est-à-dire que ça mélange le fun et le formel. Donc, c'est très, très, très compliqué à maîtriser. Et c'est très complexe. C'est très complexe. On peut dire, oui, mais aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux. Là, on est sur un réseau social scolaire qui a ses propres règles langagières, et c'est vraiment une compétence parentale. C'était le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission ce soir. Aujourd'hui à la réalisation, Romain Luc, au son Héloïse Merlin, le maquillage c'est Emma Razafindra-Lambeau, et puis Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.